Et pourtant, l'histoire de la création du parc a été semée d'embûches et de conflits. Tout commence au début des années 80, quand la Walt Disney Company lorgne sur le vieux continent. Les 350 millions d'Européens représentent un marché potentiel monumental. La décision est donc prise d'implanter un nouveau parc en Europe. Donc il y a vraiment des centaines et centaines de sites qui sont évalués, potentiels, et au final, la Walt Disney Company en retient deux. Un site près de Barcelone et un autre en France, près de Marne-la-Vallée. L'Espagne a un atout énorme, le soleil. Mais la France est prête à tout pour séduire la Walt Disney Company. Les dizaines de milliers d'emplois que créerait l'implantation du parc font rêver. Laurent Fabius, qui est Premier ministre, a besoin absolument d'annoncer des bonnes nouvelles. On est vraiment dans une période noire, de récession extrêmement importante. Les négociations entre la société américaine et l'État français s'engagent et un premier accord est signé en décembre 1985. C'est un projet, vous savez, que tout le monde nous enviait, nous disputait. C'est une bonne chose de l'avoir remporté. C'est en tout cas une discussion très difficile. Du côté des Américains, on négocie durement. Le président Mitterrand le disait lui-même, il le disait. On a l'impression que les Américains sont nos alliés. Non, il y a une guerre avec les Américains, c'est une guerre commerciale, c'est une guerre sans mort. Et encore, disait Mitterrand, les Américains sont très durs en affaires. Donc ils vont obtenir que le RER A soit prolongé jusqu'à Marne-la-Vallée. Ils vont obtenir que l'autoroute aussi soit prolongée jusqu'à Marne-la-Vallée. Mais aussi une ligne TGV pour desservir le parc. Et c'est la France qui paiera ces travaux. Montant de la facture, 1,6 milliard de francs. Mais les Américains n'ont pas fini de poser leurs conditions. Ils vont obtenir des concessions extrêmement importantes sur le prix des terrains également. Ils vont obtenir des concessions sur le fait que les travailleurs de Disney, les cast members, les membres de la distribution, comme on les appelle, qui travailleront le samedi et le dimanche, ne seront pas payés plus. Les esprits s'échauffent, certains se disent nous sommes en train de détricoter le code du travail à la française. En 1987, après des années de négociations, un accord est enfin trouvé. Mais le nouveau Premier ministre, Jacques Chirac, n'est pas au bout de ses surprises. Au moment de la convention, il y a un échange, dit-on un peu vif, entre les équipes de Disney et le gouvernement français quand on dit ce serait bien que ce soit Mickey qui signe la convention. Chirac tombe de sa chaise. Imagine-t-on Mickey à Matignon? Jacques Chirac refuse que Mickey franchisse les portes de Matignon. Welcome to Walt Disney Company. For the best. Le Premier ministre invite de nombreux journalistes pour médiatiser la signature de l'accord historique entre l'État français et la Walt Disney Company. This agreement with the Walt Disney Company is a very, very interesting contract. Et une anecdote assez rigolote, peut-être un présage, on offre à Jacques Chirac un cellulo. Un cellulo, c'est une feuille transparente originale de Blanche-Neige et les Sept Nains. Mais alors, on a choisi une scène assez étonnante. C'est la sorcière qui offre la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Dans l'esprit de nombreux commentateurs, la sorcière, c'est l'oncle Sam, la pomme, c'est Disney, et Blanche-Neige, c'est l'État français qui se fait avoir, qui va se faire empoisonner. L'arrivée de Mickey en France soulève alors une énorme polémique. Alors que les travaux pharaoniques débutent à Marne-la-Vallée, de violentes critiques éclatent. Mickey devient le symbole de l'impérialisme américain. L'anti-américanisme en France, il est aussi vieux que les États-Unis. Même le président de la République, François Mitterrand, qui est pourtant à l'initiative du projet, ne peut cacher ses réticences. Moi, je respecte les expressions d'origine étrangère. Disons que c'est pas exactement, comment est-ce que vous disiez à propos de... C'est pas exactement ma tasse de thé, quoi. L'arrivée de la machine Disney au début des années 90, elle a déchaîné les appréhensions, les refus, le mépris, enfin, tous les clichés pour des raisons rationnelles et irrationnelles. La France devient le 51e État américain, nos enfants vont devenir obèses, on lira plus Sartre, enfin, c'était hallucinant. Pour les plus virulents, Mickey prend les traits d'un rat vorace qui voudrait secrètement engloutir la culture française.
Certains parlent d'un Munich culturel. Munich 1938, c'est le moment où la France et l'Angleterre cèdent face aux nazis. Malgré ce scénario catastrophe relayé dans les médias, les Français n'ont pas peur. Il y a un paradoxe, c'est qu'au moment où il y a ce déferlement de passion, eh bien l'opinion publique française est à 80% favorable à l'ouverture de ce parc, pour des raisons liées aux emplois, mais aussi parce qu'une majorité d'entre eux trouvent positif d'y aller avec ses enfants. 4 ans de travaux plus tard, les critiques se sont tues. Et l'inauguration du parc le 12 avril 1992 est un immense événement. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Il est bien loin le temps des polémiques. Aujourd'hui, le parc fait totalement partie de notre paysage culturel. Et c'est tellement vrai qu'il sert même de vitrine médiatique. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni officialisant leur relation à Disney, c'est une manière finalement de dire la brouille est terminée. On est réconcilié totalement avec Disney, on met complètement de côté les difficultés du début et le passionnel qui a entouré la création du parc. Un parc que la France a souhaité, un monde magique que certains ont refusé, et aujourd'hui une vraie fierté chauvine. Quand Euro Disney s'est ouvert, on a dit que c'était le plus beau parc Disney du monde. Et miracle de l'histoire, plus aucune raison de s'opposer au monde merveilleux de Mickey. Car Walt Disney, ce grand génie du divertissement, aurait des origines françaises.